Bonjour à tous et bienvenue dans le Jet de Luxe décollage immédiat avec Marlène Schiappa. Bonjour Marlène. Bonjour Jordan. Bonjour Madame la Ministre, on peut dire encore On peut. C'est comme le président, c'est toute la vie en fait. Ouais, carrément. Ah, c'est super. On vous appelle comment dans la rue? Marlène en général. Ouais. Les gens sont assez dans la familiarité. Mais avec... c'est vrai, ouais. Oui, parce que vous êtes populaire. Vous savez, vous avez fait il y a pas très longtemps l'émission de Cyril Hanouna, donc sur TBT9. Et on m'a dit en sortie de plateau, c'est fou, mais qu'est-ce qu'elle est ménagère. Ménagère, je crois que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une personne en fait. Je le prends très bien parce qu'en fait, moi, quand je fais de la politique, j'ai jamais voulu adopter les éléments de langage, la novlangue, le vocabulaire un peu de l'ENA, de l'élite, etc. Moi, j'ai toujours parlé de la vie quotidienne, sans tabou. Et de la vie quotidienne des femmes, notamment, puisque c'est ça qui m'intéresse plus particulièrement. Alors, on va en parler parce que vous avez sorti un livre, notamment sur tout ce que vous avez vécu aussi, le cyberharcèlement. C'est hallucinant, vous allez voir dans cette émission. Vous allez découvrir, mais c'est hallucinant. On peut même pas croire que c'est vrai. Les gens n'ont vraiment aucune limite, et vous en avez pris, on peut le dire, plein la gueule. On va en parler dans cette émission, mais juste avant, plan de vol, c'est parti avec Marlène Schiappa. Regardez ce qui vous attend, chère Marlène, dans ce vol de luxe. On va commencer ensemble avec l'identité du passager. On enchaînera ensuite avec le survol de votre carrière, d'où vous venez. Et puis, on continuera avec le check-up santé pour savoir comment va Marlène. Pour continuer juste ensuite avec une autre étape, évidemment, qui est le mode avion. Qu'est-ce qu'il y a sur votre téléphone? Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone, Marlène? Qu'est-ce que vous nous cachez? La surprise du pilote, c'est évidemment Sylvia qui vient nous faire un petit coucou. Quand vous allez voir la tête du pilote, vous allez vous poser des questions sur la suite. Le 7e ciel, c'est l'amour. Et puis, évidemment, les deux dernières étapes avec la classe affaires, l'argent. Vous savez que c'est un thème que j'aime beaucoup. Vous, c'est les femmes et l'égalité. Moi, c'est l'argent. Chacun son truc. La zone de turbulence. C'est parti, chers amis, avec Marlène Schiappa, Jet de Luxe. Nom de famille. Schiappa. Prénom. Marlène. Date de naissance. 18 novembre 82. Ça va? Jusque-là, je sais répondre aux questions. Tout va bien. On survole votre endroit où vous étiez né, chère Marlène. Paris. À Paris. Quel arrondissement? Je suis née dans le 13e et j'ai grandi entre le 19e et le 14e. 19e, 14e. Ouais, dans deux cités, Belleville et Porte de Vanves. Une petite photo de maman pour découvrir la suite. C'est maman? Effectivement, c'est ma mère, ouais. Elle s'appelle Catherine. Comment vous l'avez eue? Je sais pas où j'ai trouvé, je crois que c'est sur internet. Ah ouais, ok. J'ai cherché. Pourquoi? Super. Vous avez l'air étonné. C'est rare, vous? Je mets pas trop de photos de mes parents. D'accord, ok. Voilà, donc mais ça me fait très plaisir de la voir. Maman, elle était proviseure adjointe d'établissement scolaire, c'est ça? Ouais, ensuite elle était proviseure du lycée français à Florence, en Italie, parce que ma mère est d'origine italienne. Et voilà, et quand j'étais petite, elle était institutrice. Elle a progressé dans sa carrière dans l'éducation nationale. Elle sait bien faire les pâtes? Absolument. Ouais, Pâtes, tiramisu. Al dente. Ouais, tout à fait. C'est comment? Vous avez quel rapport avec votre maman, Marlène? C'est un rapport fusionnel ou c'est... Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai de très bons rapports. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Parce que mes parents ont divorcé se sont séparés quand j'étais petite. J'ai vécu en grande partie avec mon père. Ok. Et donc, j'ai pas très peu vu ma mère pendant des années. Et ensuite, à l'âge adulte, on s'est rapprochés plus. Aujourd'hui, je m'entends très bien avec ma mère. C'est une super grand-mère. Donc, voilà. Est-ce que je peux vous demander ce qui a fait que vous retrouviez votre mère? Est-ce qu'il y a un élément qui a fait que... Je pense qu'on a fait beaucoup de travail pour essayer de se comprendre l'une l'autre. Ce qui n'était pas facile. Et le fait d'avoir des enfants soi-même, je trouve que ça joue. Et ma mère est très attentive à ses petits-enfants. Donc voilà, c'était important pour moi aussi de la retrouver. Elle a été très présente pour moi. Notamment, j'ai déjà raconté le fait que j'avais fait une fausse couche. Elle m'a beaucoup soutenue et elle a été plus présente en tant que mère à ce moment-là. Papa s'appelle Jean-Marc comme le mien. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est drôle. Voilà, c'est mon père, ouais. Il a une super tête, j'adore. Il a une tête vivant, votre père. Absolument, il Je est pense vivant. que c'est pas le dernier pour faire une petite blague lors des soirées. Vous avez quel rapport avec lui? Donc lui, tant que vous l'avez beaucoup, il y a eu moins de problèmes entre guillemets. Enfin, il y a eu moins de distance avec. Non, mon père s'est beaucoup occupé de moi. Quand j'étais ado, je vivais chez lui, donc il était père célibataire, voilà. Mais parfois, même maintenant à l'âge adulte, je lui ai dit je te remercie pour tout ce que tu as fait pour t'occuper de nous. Je sais que c'était pas facile en tant que homme, en tant que père célibataire. Je sais que tu as fait beaucoup de sacrifices pour t'occuper de ma sœur et moi. Et mon père, il était pas du tout content que je lui dise ça. Ouais. Mais ça a été connerie, mais c'est normal de faire ça, c'est le rôle d'un père. Ah non, tu m'emmerdes à me remercier. Voilà, mon père est très cash. Il est un petit peu de gauche?
Il est très à gauche, ouais, il est lambertiste, D'accord. trotskiste. Ouais. Aujourd'hui, il est engagé avec Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Oh, ça doit être sympa, ça. Alors, ça a créé des problèmes, hein, je crois, entre vous deux, si je me trompe Pas pas. vraiment, en fait, la presse a vraiment a exagéré, je trouve. Parce qu'en fait, avec mon père, on a toujours été en désaccord politique et on D'accord. respecte chacun l'engagement l'un de l'autre. Ça n'empêche pas des débats hyper vifs parfois. Ouais. Mais voilà. Mais ça vous est arrivé de quitter la table parce qu'il avait dit quelque chose Non, Non, pas jamais. du tout. Non. Et il a rencontré le président, du coup, je suppose. Non, il est venu. Il Mon veut père pas, est il venu, veut pas. non, il est venu une fois à l'Assemblée nationale discrètement dans les gradins pendant D'accord. que je défendais une loi au tout début sur l'égalité femmes-hommes. Mais ensuite, il refuse d'aller à tout endroit où il pourrait croiser des macronistes. C'est génial, là. C'est Voilà. extraordinaire. Comment il a appris juste le jour où il s'est rendu compte que vous étiez ministre d'Emmanuel Macron? Alors- Enfin, vous l'avez dit, enfin, il y a eu quand même, enfin, c'est pas facile à dire parce que, Non, c'est pas facile. En fait, c'était avant que je sois ministre. Déjà, j'étais élue locale et j'étais élue au titre de la société civile avec un rassemblement de la gauche, Ouais. des socialistes, des communistes, des écologistes. Donc ça allait encore, on va dire. ouais. Et j'étais avec Jean-Claude Boulard qui était rocardien, donc voilà. Mais mon père a toujours respecté ma liberté. Ouais. Mais ensuite, je suis devenue référente En Marche. Il y a eu des petits encadrés dans la presse et donc j'ai pas été courageuse et j'ai envoyé ma sœur. Non, c'est pas dire vrai. à mon père, Ah, c'est tu drôle. sais que Marlène, elle va être référente En Marche, tu sais, le parti d'Emmanuel Macron. Parce que moi, j'étais macroniste des premières heures, hein, j'étais là au tout début. Voilà. Mais mon père a toujours respecté notre liberté, D'accord. même en désaccord virulent. Mais il vous a dit quoi quand il a appris ça? Enfin, il a dit quoi à votre sœur? Genre, c'est pas une bonne nouvelle ou... Non, il a pas essayé il a pas essayé de me Ouais. convaincre, mais il m'a donné, voilà, sa manière, sa lecture, D'accord. assez virulente. D'accord. Mais parfois, mon père a des bonnes intuitions. Enfin, parfois, souvent. Ouais. Mon père, c'est un historien. Il est historien, notamment spécialiste des révolutions. Par exemple, au début des Gilets jaunes, quand tout le monde disait ça sera 2 manifs, mon père m'a dit non, c'est un mouvement qui va durer, qui Ouais. va Il s'ancrer l'avait longtemps, senti, qui sera majeur, bien sûr. Parce que c'est pas juste une intuition, c'est que comme il est historien, il a fait l'analyse historique de ce mouvement et de ce qui allait se produire. J'ai vu dans certaines interviews que vous veniez d'un milieu modeste et j'ai entendu parler de huissiers qui étaient venus à la maison. C'est vrai cette histoire, Marlène? Ouais, bien sûr. Bah, j'ai grandi dans un milieu très modeste. Alors quand je dis ça, les gens me disent ouais, mais son père est historien, il a même pris l'Académie française, sa mère est Ça veut professeure. rien dire, ça. Bah surtout en fait, j'ai 43 ans, Jordan. Ouais. Donc quand j'étais petite, mes parents n'avaient pas la carrière qu'ils Bah oui, ont eue par la suite. Genre en 40 ans, les gens évoluent et heureusement. Donc oui, on n'avait pas beaucoup de moyens. Chez ma mère, on était tous les enfants dans la même chambre au début quand j'étais petite à Belleville. Chez mon père, on était porte de Vanves dans une cité où voilà, ça craignait un peu dehors. Et vous me demandiez comment mon enfance a influencé sur mes engagements. Bah moi, quand j'étais petite avec ma sœur, quand j'étais ado, on devait regarder par la fenêtre avant de sortir dans la cité pour savoir si le chemin était dégagé. D'accord, ok. Si on allait se faire emmerder dans la cour de la cité. Donc ça vous forge quand même sur le harcèlement de rue, sur tous ces combats voilà, qui sont ceux des droits des femmes. Les dealers, tout ça, c'est quelque chose qui vous parle? Ouais, bien sûr. Ouais. Vous y avez été confronté vous-même ou pas? Non, enfin, je le dis parce que ça a été raconté dans un livre qui a été écrit sur ma personne. Mais oui, mon premier petit copain était dealer. D'accord. Il a été en prison. Hélas, il est mort assez jeune. Donc ouais, j'étais vite confrontée à cette forme de violence de rue et à tout ce que ça implique. Il est décédé à cause de ça? Ouais. À cause du deal? Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui l'a tué, quoi. Non, mais enfin, je veux pas, je veux pas par respect pour sa famille, etc. Je veux pas raconter les choses, mais je le dis parce que ça a été Florian Anselme, un journaliste qui a écrit une biographie sur moi, à trouver ces éléments-là. Et ça explique aussi pourquoi je suis farouchement opposée, par exemple, à la légalisation du cannabis. Il y a des gens qui comprennent pas en disant que je suis censée être libérale, etc. Ben, quand vous êtes ado et que vous devez, vous avez des appels parce que votre copain, vous devez aller le chercher à la sortie de la garde à vue, etc. Ça vous forge un peu le caractère, quand même. C'est quand même fou ce que vous me racontez, c'est-à-dire sortir avec quelqu'un qui dealait et après d'être ministre, quoi. Parce que bon, évidemment, c'est pas vous, hein, le copain, donc c'est pas vous qui dealez, mais c'est fou, quoi, de vivre ça dans une vie. Je trouve ça incroyable, quoi. Pour terminer avec juste cette histoire, quand il est parti, vous étiez encore avec lui?
quand il est décédé Non, on Non. venait de se séparer. C'est D'accord, bizarre de raconter ça. J'ai Ouais. jamais raconté. Vous arrivez toujours à nous faire raconter des choses qu'on n'a jamais racontées. Mais non, on venait de se séparer parce que justement, moi, enfin, je validais pas son mode de vie et j'essayais. J'avais un peu le syndrome de la sauveuse, vous savez, Ouais, les femmes je vais parfois t'aider, de se dire ouais, je vais le faire arrêter, etc. Ça ne marche pas. C'est un scoop que je donne. La famille était au courant? Ma famille? Ouais, votre Je père, crois votre mère. pas. Non. Vous aviez caché un peu les choses. Ouais, je t'ai pas rentrée dans le détail des activités. D'accord, ok. Et ce sera ma dernière question là-dessus, mais est-ce que ça vous a pas dérangé, Marlène? Parce que c'est compliqué après au niveau de la réputation de sortir avec quelqu'un qui est dans ce milieu-là. Mm. Qu'est-ce qui a fait que vous avez continué la relation? C'était vraiment juste l'amour, quoi. Et essayer de l'aider? Oui, et puis ensuite j'ai changé j'ai changé de milieu. Je suis allée au lycée dans un autre quartier. D'accord. Voilà, donc ça m'a un peu aidée. Merci d'en avoir parlé. Voilà. Euh, Aujourd'hui, votre père, vous le voyez souvent avec, enfin, votre mère, parce que du coup, vous avez tous les Noëls qui ont dû être des Noëls séparés, je suppose. Et moi, c'est quelque chose c'est quelque chose que je connais pas, pardon, parce que mes parents ont toujours été ensemble, mais ça m'a toujours fasciné, ça, les deux Noëls, c'est-à-dire Noël avec papa, le Noël avec maman, puis aussi les Noëls qui manquent quand maman n'est pas là. Mm. C'est quelque chose dont vous avez souffert, Marlène, ou vous avez réussi à vous construire avec? Non, parce que j'ai connu que ça en fait. Donc D'accord. je pense que quand vous avez connu un seul schéma, voilà, c'est difficile de. Enfin, vous pouvez pas regretter quelque chose que vous n'avez pas connu. Ouais, Moi, j'ai très peu de souvenirs de mes parents ensemble. Ils se sont ouais. séparés, j'étais vraiment petite, j'avais peut-être 5, 6 ans. Donc j'ai jamais. Il y a eu de la belle-mère ou du beau-père? Ouais. Ça s'est bien passé parce que vous avez un bon caractère volcanique, non? Oui, mais non, mais mon père, c'est. Voilà, mon père m'en voudra pas de dire qu'il est un peu Don Juan. D'accord, ok, t'as Donc j'ai eu compris. des belles-mères au pluriel. D'accord. Voilà, ça s'est plus ou moins bien passé, elles étaient plus ou moins sympathiques, D'accord. voilà. Et après, de la même manière, quand on devient adulte, on comprend aussi le point de vue. Ouais. Quand on est enfant, on comprend pas la vie amoureuse Bah des oui, parents, en enfin, bah fait. oui, ouais. Et en tant qu'adulte, et étant moi-même dans une famille recomposée aujourd'hui, je comprends que le rôle de beau-parent, c'est pas un rôle facile, en réalité. On parlait de certaines distances que vous avez eues avec votre maman. Est-ce que vous l'avez fait venir à l'Élysée et quelle réaction elle a eue quand elle s'est rendue compte que sa fille était ministre? Parce que c'est quand même voilà quelque chose d'incroyable dans la vie d'un enfant. Alors d'abord, moi, je l'ai dit à personne que j'allais être nommée au gouvernement. Mes parents l'ont découvert à la télé. D'accord. Mes parents, mes amis, mes frères et sœurs, je l'avais dit vraiment à personne. Et voilà, donc j'ai eu des appels genre mais quoi, t'es ministre? En fait, ils l'ont pas vu venir parce que j'étais très engagée dans la campagne d'Emmanuel Macron. Mais en fait, quand vous dites à des gens à distance, je suis engagée dans la campagne, pour eux, ça n'a pas vraiment de sens. Ils savent pas ce que vous faites, ils savent pas à quel point vous êtes proche du candidat. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et puis moi, je m'en vantais pas, je disais j'étais avec Emmanuel Macron. Donc ouais, tout le monde l'a appris à la télé, mais je pense que mes parents et mes grands-parents, enfin tout le monde était fier que je sois ministre, même s'ils ne partageaient pas forcément les opinions politiques du président ou les miennes. Il y a forcément une fierté de se dire que c'est un parcours, tu grandis voilà, dans des cités, Bah oui, c'est avec clair. pas de capital économique. Et en fait, finalement, tu finis au gouvernement, c'est un beau parcours quand même. C'est vrai que vous avez été interdit de Club Dorothée. Oui, absolument. Qu'est-ce que c'est que cette Vous êtes bien histoire? renseigné. Ouais. Bah, c'est mon éducation. Mes parents étaient très à gauche. Déjà, mes parents considéraient que TF1, c'était le Ouais. capitalisme, Ouais. voilà, que les mangas, c'était abrutissant. Et je n'avais pas le droit de regarder... Globalement, je n'avais pas le droit de regarder la télé, à part quelques émissions ciblées. Et D'accord. donc, j'avais pas le droit de regarder Club Dorothée. Et toutes mes copines à l'école regardaient Hélène et les garçons et tout. Et moi, je faisais semblant de connaître. Donc, elles disaient, je sais pas, par exemple, dans Premier baiser, hier, Justine a fait je sais pas quoi. Et moi, j'étais là, ah ouais, incroyable. Quel super épisode. Je savais même pas de quoi on parlait. Je savais pas qui était Justine, voilà. Et on termine avec la famille au sens propre, dans le sens les frères et sœurs. Vous en avez parlé plein de fois dans toutes ces questions que je viens de vous poser. Vous avez combien de frères et sœurs et qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Alors, j'ai une sœur qui D'accord. est Carla, qui est ma sœur, voilà. Elle est inspectrice de l'éducation nationale. D'accord, donc dans le milieu aussi. Ouais, milieu de l'éducation nationale aussi. Et j'ai une demi-sœur et un demi-frère du côté de ma mère, D'accord. qui s'appelle Angela et Adrien. D'accord. Ma sœur Angela, elle est dentiste. Ok. Voilà. Et mon frère était dans l'enseignement. Est-ce qu'ils ont déjà essayé
de voir avec vous pour qu'ils soient aidés dans leur milieu? Est-ce que des fois ça vous est arrivé d'intervenir pour, je sais pas, une histoire de vol par exemple, ou on sait Alors là, franchement, non, ils sont absolument pas. C'est pas du tout l'état d'esprit. Et au contraire, ma sœur Carla, je lui ai déjà proposé de l'aide dans certains cas. Ouais. Quand elle a rencontré certaines difficultés, elle a toujours refusé. D'accord, okay. En me disant, je veux pas me servir de tes contacts, je veux pas bénéficier d'aide. Et en fait, les gens pensent que quand votre sœur est ministre, vous avez plein d'avantages. Elle a reçu par exemple des commentaires de gens lui disant que comme j'étais ministre, elle avait une piscine chez elle. Ah oui, elle habite dans un village en Bourgogne. Et en fait, la piscine était là bien avant que même qu'elle habite dans cette maison. Sûr, Mais il y a une espèce de truc un peu de jalousie et on imagine que ça te donne des avantages. Déjà, on imagine que les anciens ministres ou les ministres ont des avantages qu'ils n'ont pas. Les gens m'ont demandé, des cousins m'ont demandé des permis de construire, de faire sauter des amendes, de naturaliser des nounous. Mais je n'avais pas ce pouvoir en tant que ministre. Tu n'as pas ce pouvoir. Ça, c'est un sujet d'actualité, les avantages. Marlène. Oui, mais je trouve qu'on n'est pas assez clair sur ce dont bénéficient les ministres. Par exemple, vous aviez quoi et vous avez quoi encore aujourd'hui, par exemple? Ah bah aujourd'hui, j'ai rien. Et plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de protection rapprochée. Là, quand vous venez par vos propres moyens ou parce qu'on vous envoie un taxi. D'accord, ok. Bien sûr. Et c'est normal. Je veux dire, les anciens ministres doivent pas. J'ai vu un ministre qui disait, oh là là, mais ça fait 30 ans que je conduis pas. Mais c'est ça qui est pas normal, en fait. Ce qui est pas normal, c'est d'avoir été conduit pendant aussi longtemps. La protection rapprochée, ceci étant, j'estime pas que ce soit un avantage. Quand vous êtes sous protection, c'est parce que vous avez répondu à une nécessité et que votre vie est menacée. Donc c'est plutôt une situation difficile qui n'est pas enviable. Aujourd'hui, vous percevez toujours votre salaire d'ex-ministre Pas du tout. Marlène, non. Et vous avez pas du tout vous avez une retraite prévue là, par rapport à ça, ou enfin, je veux dire. Non, en fait, et même ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes ministre, vous n'avez pas le droit au chômage. D'accord. Voilà, ce sont des secteurs à part. Et en fait, ce que vous touchez, on a parlé des indemnités, vous continuez à être payé pendant 3 mois, ça remplace le chômage. D'accord. Et au bout de 3 mois, et c'est normal, c'est terminé, vous n'avez plus rien et vous devez gagner votre vie comme tout le monde. Mais ce que je trouve parfaitement normal. Hein. D'accord. Et j'entendais dire C'était combien le salaire de ministre? Alors moi, ministre délégué, je touchais en net 7000 quelque chose. D'accord, 7000 €. Ce qui arrivait net 7600. Et après 3 mois après votre départ, vous avez encore touché, c'est bien ça? Pendant 3 mois. D'accord. Et ensuite plus rien. D'accord. Ce qui est normal. Et pendant qu'on est ministre, des gens disaient oui, vous avez le train gratuit, l'avion. C'est pas vrai du tout. Vous n'avez aucune réduction sur rien. Et encore une fois, c'est normal que vous n'ayez pas de réduction sur rien. Voilà. Allez, c'est parti. Un petit vol avec Marlène et on continue avec la carrière. Évidemment, on va parler d'une personnalité qu'on connaît toutes et tous. C'est Monsieur Emmanuel Macron, notre président. Bon, je sais même plus quoi dire sur Emmanuel Macron, parce qu'on entend parler tous les jours. Vous avez quel avis aujourd'hui sur Emmanuel Macron? Il roule bien sa bosse ou il prend des angles un peu complexes sur la suite qui va arriver? Moi, je suis très étonnée parce que je trouve que qu'on soit d'accord ou pas avec le président, j'ai découvert, mais je suis peut-être plus âgée que la moyenne des gens qui vous regardent, et j'ai découvert par ma fille qui a 18 ans l'expression « dans la France de Macron ». Vous voyez ce que c'est, cette expression ? La France de Macron. La France à Macron. La France à Macron. Et un ami qui disait, un ami je lui dis, et du coup, qu'est-ce que tu fais samedi? Dans la France de Macron, c'est compliqué. J'étais là, mais quel rapport? Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, il cristallise non seulement des haines, mais aussi on le rend responsable de tout ce qui va pas dans notre vie. Si tu n'as pas de sortie prévue le samedi soir, c'était pas de la faute d'Emmanuel Macron. Et je trouve que cette expression dans la France de Macron, la France à Macron, etc., elle vise un peu à déresponsabiliser chacun dans ses choix. Tout n'est pas la faute du président de la République. Et de la même manière, il a à faire face à un contexte national et international hyper particulier. Je reviens pas sur la pandémie, etc. Mais aujourd'hui, on est peut-être à l'aube d'une guerre ou d'un conflit mondialisé. C'est pas le président qui l'a créé. C'est d'ailleurs un des derniers chefs d'État progressistes, favorables au droit international, etc. Quand on voit qu'on est encadré par Xi d'un côté, Poutine de l'autre... Trump, c'est le retour des empires en réalité. La relation qu'il a avec Donald Trump, par exemple, vous en pensez quoi? Elle est quand même particulière, hein, on sent que c'est tendu. Ouais. Écoutez, moi j'ai rencontré Donald Trump quand le président l'avait fait venir justement au défilé du 14 juillet. Il était avec Melania. Et c'est quelqu'un qui est assez particulier, qui est très imposant déjà physiquement. Et Melania, elle est impressionnante. Alors pardon, c'est un détail très girly, mais elle avait des talons aiguilles immenses. Elle marchait sur les pavés très droits pendant des heures.
C'était assez fascinant de Ouais. voir la maîtrise de soi, en fait. Voilà, et le côté souffrir pour être belle à tout prix. Et je pense que leur relation, elle est particulière parce que Trump aujourd'hui est un peu incontrôlable, on peut se le dire. Et donc, je pense que le président Emmanuel Macron se dit qu'il marche sur des œufs dès lors qu'il prend quelques décisions que ce soit. La réaction de Trump peut être complètement disproportionnée. Vous pensez qu'il en a peur, Marlène? Je pense pas qu'il en a peur, mais je pense qu'il est conscient de ses responsabilités pour protéger l'ensemble des Français et que si demain Trump décide de arrêter les visas pour la France, taxer je ne sais quoi, voilà. Donc il faut trouver l'équilibre entre le courage et l'inconscience. Il y a des détails qui vous ont étonné chez Donald Trump quand vous l'avez vu, sa façon de parler ou ses regards? Sa manière de serrer la main, en fait, il vous broie la main. Il vous a broyé la main? Ah ouais? Ouais, complètement. Vous êtes là. Oh, bonjour aussi. Ouais, et puis oui, il a un regard très droit dans les yeux et il est très, il touche les gens tout le temps. Il est très tactile. Ah d'accord, ok. Donc, au sujet du président, il disait I love that guy, I love that guy. Ah d'accord, il prenait comme ça. Ouais, il est très. C'est l'Amérique. Ouais, c'est l'Amérique et c'est dans sa démonstration de puissance permanente. En fait, il veut vous montrer qu'il vous domine. Ouais. Donc il vous serre la main très fort pour dire c'est moi le chef. Emmanuel Macron, vous envoyez des petits messages, des textos. Vous avez quel rapport aujourd'hui avec lui? Je rappelle que vous avez été ministre, évidemment. Ouais. Je le rappelle, mais il n'y a même pas besoin de le rappeler. Je pense qu'on vous le rappelle tous les jours et tout le monde sait qui vous êtes. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que vous êtes très populaire. Mais voilà, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment ça se passe. Est-ce que vous lui envoyez des petits textos? Vous avez toujours gardé une relation avec lui, Marlène? Oui, bien sûr. Bah, je le tiens au courant, voilà, de ce que je fais, etc. Il vous tutoie? Des messages. Il me tutoie, je le vous vois. D'accord, ok. Voilà. Moi, j'ai toujours vous voyez, je l'ai toujours, à partir du moment où il était président, je l'ai toujours appelé Monsieur le Président. D'accord. Les gens autour l'appelaient Emmanuel, et ça m'a toujours, ça m'a insupporté en fait. Les gens qui venaient me voir pour me dire, je suis très proche d'Emmanuel et Brigitte. Ouais. Bah good for you, moi aussi. Ouais, c'est marrant. Bah oui, c'est marrant, les gens ont besoin de dire ça. Moi, ça m'arrive avec Cyril Hanouna. Souvent, on vient me voir, on me dit, très proche de Cyril. Je suis très proche de Cyril. Ah oui, bah c'est bien. Mais moi, jamais. Mais d'ailleurs, parce que les gens besoin de Quand on s'est rencontrés la première fois, tu m'as pas dit, tu sais, je suis très proche de Cyril. Bah oui, mais non, mais parce que. C'est étrange. Bah les gens qui disent ça, en général, ce sont les gens qui sont les moins proches de ces personnes. Bah moi, j'ai même quelqu'un qui m'avait dit au rendez-vous, je suis très très proche d'Emmanuel, on se connaît depuis longtemps, mais j'ai égaré son numéro, est-ce qu'il faut le donner? Bah non, du coup. C'est unique, ça. Ouais. Il vous est arrivé des anecdotes avec Emmanuel Macron, Marlène Schiappa? Ouais, j'ai une anecdote rigolote. Ouais. Je sais pas si je peux la raconter, mais elle est pas à ma faveur. Ouais. En fait, on était à un événement en marge du Festival de Cannes. Avec des acteurs et j'étais en train de discuter avec un acteur et bon clairement j'étais un peu en train de minauder. Ah oui, carrément. Ouais. Ah, j'étais jeune, c'était il y a longtemps. C'était une autre vie. Ok. Et donc voilà, il me dit non mais moi j'apprécie pas la politique, je suis très méfiant vis-à-vis de ce monde. Et je lui dis oh bah il y a quand même des femmes politiques à qui vous pouvez faire confiance. Enfin vraiment je minaude. Et donc c'était un truc international, il y avait des Anglais, etc. Et j'entends le président arriver derrière moi et il dit à l'acteur en question, she's fishing for compliments. Elle est à la pêche aux compliments. Ah non, mais j'aurais... Voilà. Donc là, j'étais extrêmement mal à l'aise et je dit non, pas du tout. Voilà. En fait, il était en train de m'afficher très clairement. D'accord. Vous êtes fait afficher par le président de la République. Ouais. Il m'a clairement mis un stop dans ma... C'était quel acteur qui vous avait tapé dans l'œil? Je veux pas le dire. Il a fait des gros films? Ouais. Mais on entamait une bonne discussion et à partir de ce moment, c'était ridicule. En fait, en gros, c'est bien compris, Marlène Schiappa. Emmanuel Macron vous a cassé votre cou. Ah, clairement. Bah, bravo. Je salue l'acteur en question. Voilà. Pour, sa carrière. Allez, on enchaîne avec une autre photo. Évidemment, c'est la photo de Brigitte Macron. Ouais. Moi, j'aime beaucoup cette femme, donc forcément, dès qu'on peut en parler, on en parle. Puis je trouve qu'elle a vraiment pris plein la figure, notamment avec cette histoire de transidentité. Alors, on va en parler de ça parce que c'est quand même très intéressant ce qui s'est passé. Vous avez quel avis là-dessus? Parce qu'elle est vraiment, mais c'est fou cette histoire. C'est monté. Et en fait, les complotistes s'y sont mis et on est arrivé à un truc où vraiment les gens ont commencé à se poser la question, mais comme avec Sheila, quoi. Ouais, complètement. C'est absurde. Alors, justement, dans mon livre, La machosphère, je raconte que c'est quelque chose d'habituel pour discréditer des femmes, de faire croire qu'elles sont des hommes. Il y a eu Sheila, il y a eu Élodie Gossuin, je sais pas si vous vous souvenez, on l'a oublié, mais qui était Miss France, et il y avait une rumeur, Miss France est un homme. Elle avait dû passer des tests pour Miss Univers, enfin c'était quelque chose de très humiliant pour elle. Non pas que ce soit humiliant d'être une personne trans, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui sont trans, mais en fait c'est humiliant quand c'est pas le cas. Là, c'est ça, et quand, Amanda Lear aussi, elle joue beaucoup avec ça d'ailleurs. Exactement, Amanda Lear. Donc en fait c'est quelque chose d'habituel
habituel, quand les femmes sortent aussi un peu des codes. Là, la particularité, c'est que ça s'adresse à l'épouse du président de la République, et donc ça a des implications géopolitiques, et que c'est cru. Et c'est déployé, c'est décuplé avec les réseaux sociaux. Donc effectivement, dans ce que j'appelle la machosphère, et dans mon livre La machosphère, je dis que Brigitte Macron, c'est la femme la plus cyberharcelée de France. Ce qui est vrai. En fait, tous les jours, elle reçoit des milliers de messages avec, dans l'indifférence générale, en fait, il y a assez peu de soutien. Et c'est ça qui me choque beaucoup. Vous avez quel rapport avec elle? C'est une copine? Elle vous tutoie, elle, en l'occurrence? On se tutoie, ouais. On s'écrit, ouais. Vous parlez de quoi avec Brigitte Macron? De tout. Là, je vais parler de mon bébé, puisque j'ai accouché récemment. Donc, nos derniers échanges de messages portaient sur... elle me félicitait gentiment, elle prenait des nouvelles. Elle a un côté copine, je trouve, Brigitte Macron. On a envie que ce soit notre copine. Elle a un côté très accessible et proche. Mais en même temps, elle est pas... elle est aussi dans la retenue. Et je pense qu'elle est dans une situation où elle est à la fois très courtisée et très haï. Et je pense que ça doit être difficile de trouver son bon positionnement dans cette situation-là. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour elle lorsque vous étiez au gouvernement, Marlène Schiappa? Où est-ce que vous l'avez vu, entre guillemets, en difficulté, Brigitte Macron? J'ai jamais vu en difficulté parce qu'elle se plaint jamais. C'est vraiment quelqu'un qui est beaucoup sur elle-même dans la pudeur et la retenue. D'ailleurs, elle a pas de compte Twitter, elle a pas de profil Instagram, elle se met pas en avant. Tout ce qu'on voit, c'est des gens qui la relaient, mais elle met pas en avant, elle fait pas de récit de soi. Et elle se plaint pas. Après, je sais que, sans s'en être plaint, mais je pense que ce qui était, sans parler à sa place, mais ce qui était difficile pour elle, c'est pas pouvoir aller chercher ses petits-enfants à l'école, sans devoir mettre une casquette, se dissimuler. Ça vous enferme quand même la vie à l'Élysée de façon générale. Et ça, toutes les anciennes premières dames le disent. Vous, ça vous est arrivé de sortir avec elle, donc du coup qu'elle se camoufle et tout, pour pas qu'on vous reconnaisse et pour faire une petite sortie comme ça? Non, on a fait des sorties, qui étaient protocolaire, officielle en tout cas, et quand on s'est vu de manière moins officielle, c'était plutôt dans le calme de l'Élysée. Donc et alors Brigitte Macron, qu'est-ce qu'elle aime si elle sort de l'Élysée, par exemple? C'est genre aller dans un petit café ou alors elle va dans un truc un peu huppé? Non, mais je pense qu'elle est là encore, je suis pas sa porte-parole, je vais pas parler pour elle, mais je pense qu'elle est elle aime les choses simples, de la vie quotidienne. La vie de famille, les repas, les proches de ses enfants, de ses petits-enfants. Il y a quelque chose qui est beaucoup commenté aussi, ses tenues. Parce qu'elle s'habille hyper bien. Et alors, la finesse aussi de Brigitte Macron, c'est un truc de fou, quoi. Elle a une ligne, mais c'est incroyable, quoi. Je sais pas si elle fait attention à sa ligne ou si elle est comme ça de manière naturelle, mais c'est assez impressionnant, quoi. Je pense qu'elle a des habitudes très saines. Je pense qu'en fait, j'observe qu'à l'Élysée, c'était beaucoup, des crudités, du poisson, donc des légumes. Elle fait gaffe à sa ligne, donc. Je sais pas si elle fait gaffe ou si ce sont ses goûts. En fait, vous avez des gens qui aiment, une question d'habitude alimentaire. Après, les habitudes se prennent et se gardent. Moi, j'aime manger des choses grasses et sucrées. Bienvenue au club. Voilà. Moi, je m'affame, donc du coup, j'essaie de pas grossir comme ça. Moi, je cède. Allez, je suis obligé de vous montrer cette photo quand même, parce qu'on en a tellement parlé, chère Marlène Schiappa. Et puis, évidemment, avec le rôle que vous avez aujourd'hui pour les femmes, je suis obligé de vous poser cette question. Est-ce que vous avez été choquée par la phrase de Brigitte Macron qui a dit, je le rappelle, ce sont des connes, on va faire sortir les connes en parlant évidemment des féministes qui étaient au spectacle d'Harry Habitant qui, je rappelle, a eu un non-lieu pour des actes qu'il a eu avec son ex-compagne. Il était poursuivi pour viol et il y a eu un non-lieu effectivement pour défaut de preuves. Moi, je vais vous dire très honnêtement, comme vous savez, je viens d'accoucher, j'ai un petit nourrisson à la maison et je n'avais pas suivi cette histoire. Et c'est un journaliste qui m'a appelée, j'étais avec mon bébé dans les bras et qui me disait: est-ce que vous voulez venir en plateau pour réagir sur Brigitte Macron? Je lui dis: écoutez, non, moi je suis avec mon nourrisson, je viens de rentrer chez moi, je m'occupe de mon bébé, je fais pas de plateau, mais de quoi vous parlez? Et en fait, il me dit: il y a quelques jours, Brigitte Macron a dit on va faire sortir ces sales connes, etc. Je me suis dit: mais de quoi il parle? J'étais pas du tout au courant. Et en fait, le temps que je sois informée, elle a présenté ses excuses et je comprends tout à fait que ça ait pu blesser. Vraiment, je le comprends. Notamment des victimes, en fait, des femmes qui ont vécu des violences sexuelles, etc. Et je pense qu'elle a eu raison de présenter ses excuses. Elle a bien fait de s'excuser, à mon avis. C'était la bonne chose à faire.
de présenter ses excuses comme ça publiquement. Après, je vais vous dire quelque chose, même si on peut critiquer sa prise de parole, qui n'était pas une prise de parole officielle, mais même si on peut la critiquer, etc., moi, j'observe qu'il y a des gens qui se sont souvenus de l'existence de Brigitte Macron à cette occasion. Ouais, c'est ça. Je suis très choquée, par exemple, que certains groupes féministes aient été silencieux pendant les années de cyberharcèlement, d'une violence sans nom. En tant que féministe, elle a vécu toutes les insultes sexistes, attaques sur son physique, attaques sur son âge, attaques sur sa vie personnelle, attaques sur ses tenues, attaques sur tout ce qu'elle fait. Elle fait des œuvres caritatives, on lui reproche. Elle fait des écoles, on lui reproche. Elle le fait pas, on lui reproche. Alors que je rappelle qu'elle est pas payée. Elle n'a pas d'indemnité, elle n'a pas de salaire, elle a rien. Et d'un coup, là, on s'est souvenu et on a considéré que c'était l'urgence de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'était d'insulter Brigitte Macron sur les réseaux. Je pense qu'il faut garder de la nuance et du sérieux. Bien sûr, on a pu être blessé par ce qu'elle a dit, ses propos. Après, c'était une phrase, encore une fois, qui n'était pas censée diffuser. Hein, voilà. Tout à fait, mais au-delà du ressenti de chacun, je pense que dans ces cas-là, si on est attentif à ce qui se passe autour de Brigitte Macron, c'était pas interdit de la soutenir pendant toutes ces années. Il y a eu le procès récemment. Est-ce que vous avez entendu des organisations féministes non, c'est vrai, se mobiliser et dire mais bien sûr qu'on est aux côtés de Brigitte Macron pour le harcèlement sexiste qu'elle subit tous les jours depuis bientôt 10 ans. Qui supporterait ça psychologiquement? Et ça, je trouve que ça a manqué dans le débat. Voilà, toute chose égale par ailleurs. Il y a une personnalité qui est tombée, entre guillemets, il y a quelques années, c'était sur le groupe Canal+, il s'appelle Pierre Ménès. Ouais. On l'a reçu il y a pas très longtemps en interview, et il nous a dit, écoute, si je suis tombé, Jordan, c'est parce que Marlène Schiappa s'est emparée de ce combat. Est-ce que vous assumez le fait que, en effet, si Pierre Ménès ne fait plus de télé aujourd'hui, est-ce que vous confirmez ce qu'il dit? C'est parce que vous êtes emparé de ce combat? Absolument pas. J'ai vu que Tex a dit ça aussi dans une interview, alors je l'avais oublié, et j'ai vu qu'il a dit à cause de Marlène Schiappa, je fais plus d'émissions de télé. Mais enfin, je suis quand même hyper pratique pour tous ces hommes qui considèrent que si ils ne font plus rien, c'est de ma faute et pas de la faute de ce qu'ils ont fait ou dit. Je veux dire, à un moment, moi, en tant que ministre, je prends la parole sur des sujets et je suis pas du tout en odeur de sainteté chez France Télévisions ou chez qui que ce soit. Je ne donne pas d'ordre et les programmations et les chaînes ne sont pas à mes ordres. Ils ne l'étaient pas plus quand j'étais au gouvernement. Donc c'est totalement faux. Je ne suis pas emparée de l'affaire, comme il dit. J'ai juste dit que, comme j'ai dit à chaque fois, que toute violence sexuelle, qu'elle soit verbale, physique, etc., était inacceptable. Et à la base, sur Pierre Ménès, si je ne me trompe pas, pardon, je crois que je me souviens de l'affaire, mais il y avait un documentaire qui le met en cause. Bien sûr, voilà. Et je ne suis pas l'auteur de ce documentaire, je ne suis pas l'auteur des faits qui sont dénoncés dans ce documentaire. Et je pense que c'est bien pratique pour pas se remettre en question. Et j'ai rien contre Pierre Ménès en tant que personne, ni contre lui, ni contre Tex, ni contre aucune des personnes qui disent que si elle travaille plus, c'est à cause de moi. J'ai rien contre lui, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir une démarche peut-être de remise en question en se disant qu'est-ce qui a amené à ce que mon comportement ne soit pas OK et ne soit pas et fasse l'objet de ces dénonciations. Voilà. Lorsque vous étiez ministre, vous avez soutenu, me semble-t-il, Nicolas Hulot. Pour quelle raison, Marlène Schiappa, alors qu'il avait été accusé, lui, en effet, de violence sexuelle, si je me trompe pas? Alors, je l'ai pas soutenu en tant que tel, mais en fait, j'étais assez choquée du fait qu'on ait révélé contre l'avis de la victime ces faits. D'accord. Mais clairement, j'ai manqué de discernement. Ah d'accord, donc c'est une erreur, Ouais, rétrospectivement, je pense que c'est une erreur. C'est bien de le dire, d'accord. Parce que ça a beaucoup étonné, en effet, étant donné que vous êtes dans la lutte des agressions et puis des... Non, mais en fait, sur le moment, si vous voulez, j'ai été... alors, je ne blâme personne, je me blâme que moi, mais j'étais un peu induite en erreur par les éléments qui ont été portés à ma connaissance, dans lesquels on me disait que voilà la femme elle-même, je pensais défendre cette volonté qu'on ne parle pas de ce sujet. Moi, je défends le droit de porter plainte pour les femmes et le droit aussi de ne pas parler ce qu'elles ont vécu si elles n'ont pas envie d'en parler. Et j'avais trouvé ça étrange à l'époque, la manière dont les faits étaient sortis, alors que la victime, m'avait-on dit, ne voulait pas que ces faits sortent. Et je ne savais pas à l'époque qu'il y avait toutes ces femmes, elles ont témoigné par la suite. Et par la suite, quand j'ai vu l'ampleur des faits et la réalité de ces faits, j'ai regretté effectivement j'ai manqué de discernement. J'ai été trop rapide dans ma réaction. Ségolène Royal a parlé récemment de mettre les personnes qui faisaient du rodéo urbain, si je me trompe pas, les mettre dans une école de cascadeurs. Ça a beaucoup fait rire. Vous avez pensé quoi de ce qu'elle a dit, Marlène Schiappa? Ça m'avait totalement échappé. Elle a beaucoup d'idées, c'est bien.
Vous avez pas l'air d'apprécier trop Ségolène Royal, je me trompe? Non, je trouve en tant que femme, elle a été quand même la première femme au Ouais. deuxième tour d'une élection présidentielle. Donc voilà, il faut le saluer. Après, je c'est pas mon. Je trouve voilà, elle a beaucoup d'idées, c'est bien. Ouais. Elle a raison de les exprimer. Elle dit des conneries? Je suis pas toujours en phase. En Ouais. fait, je pense qu'elle, dans ses, je vais pas parler de la personne, mais je Ouais. parle de ce qu'elle défend. Ouais. Je pense qu'elle a une vision de la société assez rétrograde en réalité. D'accord. Ouais. Elle a Ça a dit pas évolué. ça Ouais. ouais. En fait, elle est restée, je pense, à cette époque, d'il y a quasiment 20 ans, Ouais. quand elle était, et je pense que ça a dû être très dur pour elle, une Ouais. des seules femmes importantes dans son parti à cette période. Et je pense qu'elle n'a pas vu l'évolution d'un certain nombre de sujets. Elle met quand même beaucoup les femmes dans des cases et elle a un discours très essentialisant, je trouve, dans son dernier livre sur la maternité. En gros, elle dit que les femmes sont plus douces. Moi, je crois pas du tout à toute cette théorie. Il y a des femmes qui sont hyper violentes comme les Oui, hommes. bien sûr. Ouais. Il y a des hommes hyper dans l'empathie. Et voilà, je trouve qu'elle est assez essentialisante en fait. Léa Salamé et Monsieur Glucksmann. Ouais. Elle devrait se mettre en retrait du 20h de France 2 si son compagnon, évidemment, se présente en 2027. C'est bien? C'est Non. normal? Ah, pas du tout. Non. Moi, je pense qu'on doit absolument jamais partir du principe que vous avez les mêmes opinions que votre compagnon ou que votre compagne. D'accord. Leur relation, elle est de notoriété publique. Je vais vous dire, Jordan, hein, vous êtes dans le milieu de la télé, vous savez très bien qu'il y a des gens qui sont en couple et qui ne le disent pas. Ouais. Et qui, eux, du coup, peuvent continuer leurs activités professionnelles. D'accord. Donc, en fait, Léa Salamé serait pénalisée, pour excès de transparence dans sa vie personnelle, Ouais. et deux, parce qu'elle serait amoureuse de quelqu'un dont, je pense, sur un certain nombre de sujets, elle ne partage pas les opinions Ouais. politiques. Lui-même l'a dit d'ailleurs à cet égard en interview. Donc moi, je trouve ça absolument scandaleux. J'étais choquée à chaque fois qu'on a mis une femme en retrait du fait des engagements de son mari. Et je pense que ça ne devrait pas avoir lieu. Et je pense que Léa Salamé, comme toute femme, quelle que soit la personne avec qui elle est en couple, elle doit pouvoir mener sa carrière et sa vie professionnelle indifféremment. Et je vais vous dire, Léa Salamé, on lui pardonne déjà rien. Quand il y a une micro-erreur de prompteur, on dirait que c'est la fin du monde, etc. Donc on lui pardonnerait rien si elle était de parti pris vis-à-vis de Raphaël Glucksmann. Donc je pense qu'elle n'a pas à se mettre en retrait d'aucune émission, ni elle, ni aucune femme journaliste au public. Cyril Hanouna et Marlène Schiappa. C'est toute une histoire, hein, Ouais, ça, tous les deux. absolument. Ouais, j'adore cette photo. C'est un ami, Je sais Cyril pas. Hanouna, Marlène. Ouais, bien sûr. On vous a vu une photo, il y a une photo qui est sortie il y a pas longtemps, il y avait Gérald Brice-Viret, il y avait Tiffaine Ozière, il y avait Cyril Hanouna. C'était ma remise de Légion d'honneur. Ouais, c'était votre remise de Légion d'honneur. Il était là, donc je me suis dit, donc elle est vraiment très importante pour lui, hein, parce que voilà, vous l'avez invité. Comment ça s'est passé cette journée? Pardon, mais Cyril Hanouna à l'Élysée, c'est quand même extraordinaire. Oui, écoutez, moi je l'ai invité, c'était important pour moi qu'il soit là, parce que d'abord on a fait beaucoup de choses ensemble. Il a eu en fait, je pense qu'il a été clairvoyant sur un certain nombre de sujets. Et je vais vous dire, je pense que la France et Hanouna, elle irrite beaucoup de gens. Quand j'avais co-animé avec lui une émission pour aller à la rencontre des Gilets jaunes, qui écoutaient, qui regardaient beaucoup son émission, j'ai été huée par des centaines de sénateurs simultanément. C'est quand même assez violent. Vous êtes une jeune ministre trentenaire et on vous hue et on vous insulte parce que vous allez dans une émission de télévision à la rencontre de certains Français. Et moi, cette élite qui entend se boucher le nez en disant « Ah, là, Hanouna, les gens qui regardent Hanouna, je leur adresse pas la parole. » C'est du mépris social. Pour moi, c'est du mépris de classe. Et c'est exactement ce qui nous mène à la haine des politiques aujourd'hui. C'est pas d'aller chez Cyril Hanouna, c'est le contraire. Ce qui mène à la haine des politiques aujourd'hui, c'est que les politiques donnent l'impression, parfois, certains en tout cas, de se barricader, de faire sécession, de vivre dans un entre-soi élitiste et de rejeter des gens qui auraient des goûts pas assez chics pour eux. Et moi, j'ai assumé d'être chez Cyril Hanouna et d'aller parler à des millions de Français pour leur dire, en fait, vos préoccupations, on les entend, on les écoute. Et d'ailleurs, la fin de C8, j'ai trouvé que c'était vraiment casser le thermomètre. C'est considérer qu'il y a des choses qu'on veut pas voir. Et bah du coup, on veut pas voir la fièvre, on casse le thermomètre, hop, la fièvre n'existe plus. Justement, vous lui en avez parlé à Emmanuel Macron de la fin de C8. Est-ce que vous avez eu un échange par rapport à ça? Non, puisque c'est pas sa décision à lui. Mais il aurait pu l'arrêter, non, cette décision? Je pense pas, non, il y a des autorités indépendantes. Donc je crois pas qu'il se soit initié d'une manière ou d'une autre dans ce dossier. Du coup, vous avez présenté Cyril Hanouna au président de la République, je suppose, qui devait... Alors je crois qu'ils se connaissaient déjà, me semble-t-il. Voilà, c'est vrai, ils n'ont pas besoin de moi pour se présenter. Mais vous savez, il y a beaucoup de politiques. Après que je sois passée dans cette émission dont je vous parlais, il y a quelques années maintenant, on a fait un record d'audience. L'émission a cartonné. Et tous les gens qui me disaient
Elle va chez Cyril Hanouna. Ouais. T'es là, est-ce que t'as pas le numéro de téléphone de Cyril Hanouna? De Cyril Hanouna, bien sûr. J'adorerais aller dans son émission. Et tous les gens, si vous regardez bien, même mes collègues du gouvernement qui, à l'époque, faisaient des offs un peu dégueulasses sur moi en disant Marlène, elle va chez Hanouna, c'est inadmissible, etc. Moi, j'ai vraiment ri quand j'ai allumé ma télé, que j'en ai vu certaines assis sur le plateau et répondre aux questions en disant « Ah Cyril, je suis ravie d'être dans votre émission ». J'étais là « What ? Est-ce que je sors les textos ?» Qui par exemple? Je vais pas aller plus loin, je donnerai pas les noms, mais ils/elles se reconnaîtront. D'accord. Et franchement, c'est pas glorieux. Allez, on termine avec les traîtres, évidemment, Marlène. Alors, c'était bien cette émission. Et vous avez gagné en plus. J'ai gagné, bien sûr. C'était sympa. Et alors ça, vous êtes la première ex-ministre, en effet, à avoir fait les traîtres. Mais la première à avoir fait une de Playboy. Mais c'est marrant parce que vous adorez ça. Vous aimez bien quand même choquer, Marlène. C'est un truc. Je veux dire choquer parce que c'est peut-être pas le terme, mais je suis précurseur. Ah, vous êtes précurseur. Non, mais en vrai, il y a une chose, j'ai beaucoup de défauts, mais je suis une vraie communicante, c'est ma formation de base, c'est mon métier, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Et je pense que j'ai quand même une qualité, c'est que je sens l'air du temps dans ce qui va changer, dans les manières de communiquer, les manières de s'adresser aux gens. Et d'ailleurs, je rigolais parce que j'entendais l'autre jour une interview de Sarah Knafo qui disait oui, aujourd'hui il faut casser les codes en politique, on peut plus communiquer comme avant, il faut aller s'adresser aux gens, faire... Et en fait, elle tenait exactement le discours que je tenais sur la communication politique il y a 8-10 ans. D'accord. Et je trouvais ça bien qu'enfin les responsables politiques prennent conscience. Mais quand on ouvre TikTok et Instagram, aujourd'hui, ils font tous des vidéos. Tous les ministres, tous les candidats, ils font tous des vidéos, ils se mettent en scène, etc. Quand moi je faisais ça, on me disait « Ah, c'est une influenceuse, c'est inadmissible, etc. » Donc je suis ravie d'avoir contribué à renouveler les codes de la communication politique. Et vous verrez que dans les traîtres, il y aura bientôt d'autres ex-ministres. Ah ouais, c'est vrai? Voilà, je le dis. Ah mais c'est énorme. Vous avez des copines qui vous ont appelé que je dis je vais le faire. J'en dirai pas plus. Après, on va me dire oh là là, tu devais pas le dire. Je spoil et tout, d'accord. Qui est à retrouver évidemment sur M6 et qui cartonne. C'était une expérience compliquée? Oui, parce que j'étais au début de ma grossesse, je voulais pas le dire, j'avais peur pour ma grossesse. D'accord. Donc j'avais demandé à la prod, qui a été adorable, de vraiment pas me donner d'épreuves physiques, de faire attention. Voilà, je voulais que ça se passe bien. Donc c'était difficile. J'étais en plus avec Anaïs, une de mes meilleures amies, donc ça rend encore plus compliqué l'aventure. Et j'avais un enjeu de montrer... Enfin, j'arrive en me disant, j'ai fait de la stratégie politique pendant 20 ans. Imaginez si je suis éliminée au premier tour. Ah, c'est ça, ouais, c'est clair. Donc j'avais cet enjeu. Il y en a qui vous ont déçu dans l'émission? Non, déçu non, parce que voilà, chacun joue un rôle et j'attendais pas. Au contraire, je fais des belles rencontres. Théo Fernandez, l'acteur des Tuches notamment, mais qui a joué dans beaucoup d'autres choses. Christine Bravo, coup de cœur. Coup de cœur avec Christine Bravo. Ah ouais, elle est incroyable. On a eu un genre de coup de foudre amical. Et c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie, qui est très cash. Elle peut vous dire dans la même minute, je t'adore, t'es une super rencontre et qu'est-ce que tu me fais chier. Voilà, elle dit les choses. C'est une vraie femme. Et on a l'amour de la Corse en commun. Vous savez qu'elle vit en Corse maintenant, je suis originaire de Corse. Donc voilà, super rencontre. Et puis plein d'autres gens là-bas qui étaient Olivier Ball, l'auteur de Polar. Et puis Éric Antoine, il est tellement drôle. La machosphère, hein, c'est le livre que vous sortez chez Marlène Schiappa, et puis ça va nous permettre de passer à la santé, parce que là, on peut dire que vous en avez pris plein la gueule, des nuits entières au commissariat, diffusion de votre adresse, attaque visant vos enfants, menaces de mort, appel au viol, photomontage pornographique, du harcèlement continu, changement de numéro de téléphone, protection policière. À cause de tout ça, c'est ce que vous expliquez dans ce livre qui vient de sortir chez Fayard. C'est quelque chose quand même, hein. Vous vous en êtes sorti de tout ça? Aujourd'hui, ça va psychologiquement? Oui, en fait, j'ai écrit ce livre parce que j'ai déménagé, j'ai trié mes affaires et j'ai trouvé des dizaines d'énormes dossiers qui étaient en fait les copies de plaintes pour cyberharcèlement que j'avais déposées ou qu'on avait déposées pour moi pendant que j'étais au gouvernement. Et en fait, ça m'a frappé de les voir comme ça matérialisées et de voir leur ampleur et de me dire, c'est pas normal en fait ce que j'ai vécu. C'est pas normal de passer quasiment 7 ans tous les jours à avoir des milliers de menaces de mort, de menaces de viol. Et j'ai voulu enquêter sur cette machosphère. Cette nébuleuse, c'est une pieuvre en fait avec différents tentacules. Vous avez des masculinistes traditionnels, vous avez des mouvements islamistes radicalisés qui prônent la haine des femmes, vous avez des haters de stars, des gens qui font profession d'envoyer des messages de haine aux femmes connues, que ce soit Selena Gomez ou Sophie Davant. Et on vous disait quoi, Marlène? Enfin, je veux dire, c'est quoi comme insulte? C'est quoi? C'est des horreurs? Ouais, il y a de tout. Alors d'abord, il y a des photomontages effectivement dégradants où on découpe ma tête, on la met sur une dinde, on la met sur
une baleine, on la met sur un cadavre, sur un corps nu. Ouais. Il y a des montages sexualisants. Il y a beaucoup de photomontages. Des gens pensent que c'est vrai sur Internet où on fait croire que je suis en mini-jupe, j'ai pas de culotte. Ah oui, d'accord, ok. Mais vous parliez de Playboy, même mes photos dans Playboy, j'étais en robe longue dans toutes les photos. Il y a des photomontages qui font croire que j'étais dans des positions sexualisées. Et puis vous avez les menaces de violence. Ma tête avec des kalachnikovs pointés sur moi tout court, ma grand-mère qui m'appelle en pleurs en disant il y a des gens qui veulent te tuer. Il y a le fait du doxing, le fait de dévoiler des informations personnelles, adresse de l'école de mes enfants, adresse de chez moi, des gens qui sont venus chez moi dans le cadre de cyberharcèlement. Donc oui, il y a des véritables violences. Et puis il y a ces insultes quotidiennes et ces menaces quotidiennes. Et c'est Selena Gomez que je cite dans le livre La Machosphère qui dit en fait on pourrait l'endosser, 2, 10, pourquoi pas, mais des milliers tous les jours pendant des années. Il y a une étude de Lancet qui vient de sortir qui montre que ça atteint la santé mentale des jeunes et notamment des femmes de recevoir comme ça dans votre téléphone en permanence des horreurs, tombereaux de haine. Vous me parliez du poids, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé sur les agressions vous concernant. Vous avez quel rapport avec ça, vous, le poids, Marlène vous venez d'accoucher et vous avez dit sur l'émission de Cyril il y a pas très longtemps, on m'attaque sur mon poids, mais je viens d'accoucher, laissez-moi le temps 2 minutes, quoi. Ça m'a fait rire quand vous avez dit ça parce que vous êtes justifié c'est vrai. dans l'émission. En fait, c'est hyper dur parce que moi, je pense qu'on devrait jamais commenter le poids des femmes. Vous savez pas ce qui se passe dans leur vie. Et moi, imaginez-vous bien que quand j'ai fait une fausse couche, j'ai reçu des centaines de messages et de commentaires de gens qui me félicitaient d'avoir maigri. J'avais maigri parce que j'avais fait une fausse couche. J'avais pas envie qu'on me félicite et en quoi ça les regardait. Et en fait, moi, mon poids m'intéresse pas plus que ça, mais ça intéresse beaucoup plus les haters que moi-même. Et je me dis que c'est fou quand même que moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Et des hommes âgés que je connais pas, qui sont chez eux, suivent ma courbe de poids et mes variations. Et là, effectivement, je fais une télé il y a pas longtemps et quelqu'un a dit « Oh là là, elle a grossi ». Et je vais dire, vous avez jamais vu une femme qui vient d'accoucher ? Et 2, globalement, je crois que vous n'avez jamais vu une femme tout court. Je raconte dans La Machosphère, par exemple, que Laura Tenouji a reçu des menaces de mort et des commentaires de haine parce qu'elle avait pas de soutien-gorge push-up au festival de Cannes. On est quand même dans un délire. Et là aussi, je me dis, en fait, ces hommes n'ont jamais vu une femme toute nue qui n'a pas, effectivement, un push-up, un truc, une gaine ou je sais pas quoi. Quand est-ce qu'ils ont vu le corps d'une femme en vrai pour la dernière fois ? À l'Élysée, vous avez pris des réflexions des fois sur le poids, par exemple, ou sur une tenue un peu... Non, jamais. Après, je bénéficiais d'un truc un peu, c'est Marlène. Voilà. Et j'ai beaucoup de réflexions sur mes cheveux. Ah oui, d'accord. Mais pas abusé, mais dans la... Pour quelle raison? Alors, maintenant, je n'ai plus la même coiffure, mais quand je suis arrivée en 2017, donc il y a 9 ans, j'avais les cheveux très longs, très bouclés. Et donc, on m'a dit que j'étais sauvage, que je n'étais pas coiffée. C'est ma texture de cheveux qui était comme ça, en fait, à l'époque. Et il y a une espèce de passion pour l'apparence des femmes. Et dans La Machosphère, ce que je décrypte, justement, c'est le fait que pour les femmes, il y a une forme d'autocensure parce que vous vous dites je vais aller à la télé, mais en fait, on va tellement me défoncer sur ma voix, ma coiffure, mon poids, ma tenue et que c'est pas tenable pour certaines femmes, elles ont pas envie que leur mec voit ça, leurs enfants et puis elles-mêmes. Alors c'est ce que les autres vous reprochent entre guillemets ou ils servent de ça pour vous attaquer. Est-ce que vous avez des complexes, Marlène? Est-ce que vous êtes complexée? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que j'ai appris à vivre avec moi. Ça fait un moment qu'on est ensemble. Et justement, en fait, ce qui est fou, c'est que les autres, quand vous êtes une femme publique, les autres ont des complexes pour vous. Et vous disent ce sur quoi vous devez complexer. Je raconte dans La Machosphère une ministre qui dit je mettrai plus de jupe parce que on a critiqué mes genoux. Elle dit ça. Enfin, je me dis c'est terrible. Ça lui donne un certain nombre de complexes. Et d'ailleurs, j'ouvre le livre par un témoignage d'une femme étudiante qui a été cyberharcelée. Et ça m'a frappée parce qu'elle a dit pourtant, avant, je l'aimais bien, cette photo. Et elle dit, en fait, voilà, je suis comme ça, ma peau, elle est comme ça, mes oreilles sont comme ça, mon nez est comme ça, mon morphologie est comme ça, et je vis avec, et je suis très heureuse. En fait, elle a tellement été harcelée qu'elle s'est dit, pourtant, avant, je l'aimais bien, cette photo. Et moi, je suis pas... Sur Instagram, on voit beaucoup des avant-après spectaculaires. Ça, c'est moi qui viens d'accoucher, et ça, c'est moi 3 mois après. Abonnez-vous à mon programme fitness, etc. Et inversement, on voit aussi des femmes qui disent j'assume mon corps, mouvement body positive, etc. Moi, en fait, je me reconnais pas dans aucun des deux. Je me reconnais juste dans, en fait, on a le droit de vivre. Et le poids nous définit pas. Et notre poids, il varie avec l'âge. Et c'est pas grave. On passe en mode avion avec Marlène Schiappa. Il y a quoi sur votre téléphone en fond d'écran? Alors, en fond d'écran, il y a mon... Ah, c'est votre compagnon. Mon mari. Votre mari, pardon, oui, on va en parler dans un temps. Vous avez des demandes de fou ou pas? Des demandes en mariage sur Instagram, des trucs comme ça? Ouais. Ouais. Des gens des dingues? Oui.
Ah ouais, j'en ai beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'avait cyberharcelé justement, qui avait appelé la police Ouais. le jour de la Saint-Valentin. Je sais plus si je vous l'avais déjà raconté, en disant j'entends la voix de Marlène Schiappa partout. Oh là là, Et je vais la trouver pour la tuer pour que ça s'arrête. quelle horreur. Donc j'en rigole, mais c'est pas drôle du tout. Et voilà, je génère un peu des phénomènes de amour-haine chez certains. Notre Silver arrive, le pilote, qui a quelque chose pour vous. Alors, je sais pas ce qu'il a été faire des courses. Tu prends les commandes, je vais voir Madame la Ministre et Monsieur Deluc pour la surprise. Bien, bah, Mais c'est tu- un grand acteur. Bonjour. La famille. Salut, commandant, ça va? Vous allez bien? Ah, vous faites la bise maintenant. Oui, Vous savez qu'il est Madame avec la moi Ministre. toujours. Ça va? Bonjour, voilà. Alors, ça, c'est la surprise. Alors, la d'accord. première surprise. Et Et qu'est-ce que puis, c'est il y que a ça? aussi les cadeaux. Mais qu'est-ce que c'est que Que c'est? vous pouvez découvrir. Alors, qu'est-ce que Ça, c'est? Voilà, ben, je vous laisse regarder. Vous Hein. avez acheté? Merci. Alors, c'est une trousse de toilette pour le dernier bébé qui vient de naître. Il aura sa toute première trousse de toilette Snoopy. C'est adorable. Voilà, comme ça, quand il part en vacances avec papa et maman, voilà, il a cette D'accord. voilà. Merci. Et qu'est-ce que vous avez pris Et après, je fais un beau sac pour aller à la plage, un sac Pac-Man, vous avez vu, Ah, bah, celui-là, pour mettre des affaires de bébé voilà. dedans. C'est pas Hermès ou Dior, mais avec Non, ça. mais C'est très bien, Pac-Man. c'est sympa, hein. Ouais. Voilà. Pac-Man, Ouais, non, c'est parce que c'est des choses que les enfants aiment bien. Vous êtes Voilà. un amour. Et voilà. Voilà. Et je vous ai mis des petits post-it pour les horaires des biberons, Ah, avec le c'est stylo, chouette. voilà, comme ça pour mettre sur le frigidaire. C'est trop mignon. Voilà, Madame la Ministre, bah, de Merci, rien. Sylvia, Merci, c'est Sylvia. Bah, adorable. de rien, c'est de rien, avec plaisir. Trop Et à tout sympa. à l'heure, À n'hésitez tout à pas si l'heure. vous avez besoin. À l'heure. Merci. Allez, on va regarder la surprise. Silver souffre d'un petit excès de personnalité, mais on l'adore. Non, mais c'est sympa, il change pas. Il a été chercher vraiment ça. Ouais, j'en doute pas, j'en doute pas. Allez, hop là. Là, un cadeau qui suit, mais c'est un cadeau virtuel. Hop, D'accord. regarde. Alors, je vais te raconter une anecdote que tu ne connais pas. Très mignonne, très courte. C'est que je passe beaucoup de temps chez toi en ce moment. Et donc, beaucoup de temps avec tes enfants. Et j'ai eu un petit plaisir ému. Je leur ai raconté notre première rencontre. Et bah, j'ai senti que ça les a bouleversés. Je t'embrasse fort. Bravo pour tout ce que tu fais. C'est trop mignon. Alors, c'est qui cette... C'est Anaïs, c'est une de mes meilleures amies et qui effectivement, quand j'étais dans l'émission de Cyril, c'est elle qui a gardé mon petit bébé. Ah, d'accord. Voilà, parce que il est tout petit, donc j'ai du mal à faire confiance à des gens Bah que oui, je ne c'est connais ça. pas pour le garder. Et mes filles sont encore un peu jeunes, 14 et 18 ans, mais elles sont pas, il est vraiment petit. Et voilà, Anaïs qui est top avec les enfants, elle a été baby planner dans le passé, elle a eu la gentillesse de venir garder mon petit bébé. Voilà. Alors, l'amour, évidemment, 7e ciel. Vous êtes marié à 19 ans, vous avez divorcé, vous, quelques semaines après. Ouais. C'était quelque chose d'arrangé, en fait, c'était ça? Non, c'était mon copain de lycée. D'accord. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec la première histoire que vous nous avez racontée. Indirectement, puisque quand vous avez, beaucoup de femmes, ce que je veux dire est hyper classique, mais quand vous avez eu des relations un peu avec des mauvais garçons, etc., après vous recherchez un peu plus la gentillesse et la stabilité. Et voilà, c'était mon copain de lycée qui était très gentil, très, voilà. Et Mais vous êtes dit, mince, j'ai été trop vite, j'ai déconné, quoi. pour me marier? Ouais. Rétrospectivement, ouais, je me dis ça. Mais globalement, j'avais très envie de fonder ma propre famille. D'accord. Comme beaucoup d'enfants de parents divorcés. C'est ce que vous allez faire en 2006 avec le prince Philippe et qui va vous faire 2 jolies filles. Ouais, Hein tout à fait. C'est toujours une relation aujourd'hui, vous le côtoyez toujours ou c'est... Oui, c'est le père de mes filles. Ouais, donc, forcément, on est tenu de prendre les décisions qui concernent l'éducation des enfants ensemble. Séparation a été compliquée pour les filles, je suppose? Non, pas tant que ça, parce qu'en fait, elle, il n'apprécie pas forcément que je raconte notre vie, D'accord, ok. notre ancienne vie de couple. Mais pour répondre brièvement, en fait, la relation était délitée depuis un moment. D'accord. Donc les filles, elles voyaient bien au quotidien Ça allait que voilà. Bon, aujourd'hui, c'est Mathias. Oui, Et absolument. alors, oh là là, elle est amoureuse. Hein. On a des Ouais, photos trop. toute l'année, on a des photos à la plage, Ouais, ça c'est court vrai. dans le sable. Mais je me retiens parce qu'il y a plein de gens qui me disent sur Instagram, tu postes que des photos de ton mec, est-ce que tu peux poster des photos de toi aussi? Ah, c'est mignon. Voilà, ouais. Bon, vous êtes folle amoureuse évidemment, vous avez un petit bout de chou qui vient d'arriver. Ouais. C'est quelque chose de faire un enfant. Est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que je fais un enfant ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé comme ça naturellement? Non, c'était vraiment évident et je pense qu'on en a parlé peut-être au 3e rendez-vous. D'accord. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très soudain. On s'est rencontrés, on s'est vu brièvement à New York et c'est là qu'on a eu un coup de foudre. Et ensuite, on s'est parlé par message pendant quelques semaines. On est rentrés plus tôt chacun à Paris, on était en vacances pour se voir.
le 1er janvier, je crois, ou le 2 janvier, quelque chose comme ça. Et en fait, on parlait en continu et on avait vraiment une forme d'évidence qui existe toujours aujourd'hui. On est vraiment fait l'un pour l'autre. Et je souhaite à tout le monde de ressentir ça au moins une fois dans sa vie. Pas une relation où c'est compliqué, où vous vous demandez ce que pense l'autre. Une relation, c'est tellement évident. Il est jaloux? Il peut être possessif, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que... Comment vous savez? Non, je sais pas. Je pose la question. Ah oui. Mais c'est-à-dire, bon, on sent, alors, regardez, vu comment il vous prend dans les bras, je pense qu'il vous fait une poignée de main à la Trump, là. Vous avez les doigts qui sont écartés. C'est-à-dire il regarde dans votre téléphone. Il est vigilant, on va dire. Ah, moi, je suis vigilante aussi. Voilà. Après, on a eu la chance de se rencontrer, mais on s'est rencontrés tard dans nos vies. D'accord. Donc, on fait attention, on préserve beaucoup notre relation, ouais. Allez, on enchaîne avec la classe affaires, et puis on terminera avec la zone de turbulence. Classe affaires, la plus grosse folie que vous avez fait avec l'argent, c'était quoi, Marlène? C'était d'emmener Mathias en Italie en une journée pour son anniversaire. D'accord. Au début, on était ensemble, de lui dire je vais t'emmener dans un restaurant italien. Ouais. Et est-ce que tu as bien une carte d'identité avec toi? Et en fait, on est parti en avion en Italie. Désolée pour le bilan carbone, j'ai fait planter des arbres après. ça compense pas, je sais, mais voilà, c'était une petite folie, ouais. La plus grosse dépense que vous avez faite à l'Élysée, c'était pourquoi? À l'Élysée? Ouais. Est-ce que vous avez fait une soirée? Est-ce que vous avez fait... en budget... Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait comme grosse dépense? Non, en fait, j'avais une chef de cabinet très vigilante, Harmonie, qu'on salue, qui tenait le budget d'une main de maître. D'accord. Et donc, on n'a pas fait de folie particulièrement. Le plus gros chèque à la télé, c'était pourquoi? Les traîtres. Les traîtres? Ouais. Vous avez pris combien, Marlène? Je peux pas le dire, je me suis engagée à pas révéler. Mais c'est plus de 50 000 euros? C'est autour de ces sommes-là, on va dire. D'accord, donc on n'est pas loin. J'ai visé pas trop mal. Ouais, non, mais vous êtes bien informés en général. Oh non, mais il y a moins, disons que les cachets, ils vont de, je crois, 10 000 euros jusqu'à 100 000 euros. D'accord, ok. C'était pas 100 000 pour vous, d'accord. Mais c'était pas loin de 50. C'est pas ce que j'ai dit. Vous avez des investissements immobiliers, Marlène? Vous avez investi dans la pierre? J'ai acheté une petite maison de campagne. D'accord. Effectivement, mais en fait, je l'ai achetée juste avant de tomber enceinte. D'accord. Elle n'est pas du tout adaptée pour les bébés, donc voilà, il faut faire des travaux. J'ai rendez-vous tout à l'heure. C'est pas du tout intéressant ce que je suis en train de vous raconter. Si. Quand les gens disent c'est pas intéressant, c'est ce qui nous intéresse le plus. Oui. Voilà. Allez, c'est parti. On y va pour la zone de turbulence. Quand on s'appelle Marlène Schiappa, on a gagné combien en tout avec ce que vous avez fait évidemment en tant que ministre? En tout, comment ça? Tous les mois cumulés? Enfin, en gros, donc vous étiez à 7 000 euros par mois. Est-ce qu'il y a eu des plus, qu'il y a eu des primes? Alors non, pas du tout. Quand vous êtes ministre, en fait, ce sont des salaires qui sont normés dans la loi. Donc, que vous ayez 21 ans ou 70 ans, 1 an d'expérience ou 32, un ministère difficile ou facile, vous avez la même somme et ça ne bouge pas. Vous n'avez ni augmentation, ni prime. C'est une somme forfaitaire qui est déjà une somme importante. Le plus gros melon que vous avez croisé en télé, c'était qui? En fait, paradoxalement, c'est les gens les moins connus, je trouve. Ouais, les gens hyper connus sont en général à l'aise, ils n'ont rien besoin de prouver, et qui sont sympas, et voilà. Et des gens qui sont pas très connus, qui pensent qu'ils le sont, c'est hyper difficile de leur dire, redescends, en fait. Redescends, calme-toi. Ouais. Vous gagnez combien par mois aujourd'hui, Marlène? Je sais pas. Alors, c'est fluctuant parce que je vais pas vous donner de chiffres, mais j'ai un salaire, je suis associée d'une agence qui s'appelle Tilder, qui est mon activité principale. À côté de ça, je touche des droits d'auteur pour les livres que j'écris. Je suis payée en cachet si je fais des émissions sur LCI ou chez Cyril ou d'autres. Aux alentours des 5 000 euros par mois à peu près, on pourrait dire dans ces eaux-là, pour donner une fourchette? Non, plus. Plus de 5 000 euros par mois. Oui. Donc plus dans les 8-9 000 euros. Quoi. Oui, j'ai dit que je donnais pas. Ça se rapprocherait de votre salaire de ministre, dans les 7 000 euros, quoi, à peu près. Oui, on est un peu plus parce qu'en cumulé, c'est très variable. Si vous voulez, il y a des mois où ça peut être beaucoup et des mois où ça peut être vraiment beaucoup moins. Faut lisser, quoi. Oui, voilà. Les soi-disant amis qui vous ont lâché quand vous avez quitté le gouvernement, vous en avez eu? Non, mais en fait, j'ai eu plus d'amis qui m'ont lâché quand je suis rentrée au gouvernement. Ah d'accord, oui, c'est marrant. Moi, je suis très convaincue. On dit les amis, c'est les gens qui sont là pour vous quand ça va mal. Moi, je pense que les amis sont les gens qui sont là pour vous quand ça va bien. C'est valorisant d'être là, personne qui aide un ami qui va mal, vous êtes gentil, Et en revanche, se réjouir pour un ami qui a un grand succès, qui réussit, etc.
c'est pas si facile, je trouve. La personne avec qui ça passe le moins sur TBT9, est-ce qu'il y a un chroniqueur, une chroniqueuse? Franchement, c'est pas votre tasse de thé. Alors, pas du tout. Alors, je dirais que sur le fond et sur les avis, je suis jamais d'accord avec Gilles Verdez. D'accord. Ouais. Mais alors, vraiment jamais. Ouais. Mais en tant que personne, il est adorable. Très gentil, hyper bienveillant. Donc, j'ai pas de... Je m'entends bien avec tout le monde, j'apprécie tout le monde. La personnalité à qui ça s'est le plus mal passé sur un plateau télé? C'est difficile à dire parce que j'avais fait... je peux même pas vous donner de politique parce que j'ai fait un débat face à Marine Le Pen, d'ailleurs, dans un face à Baba avec Cyril. Et en fait, j'avais préparé des répliques très virulentes. Et en introduction, elle a commencé en disant je tiens d'abord à saluer votre courage sur les combats que vous avez menés pour la laïcité, donc ça vous a un peu sur le harcèlement de rue. Et j'étais là. Merde. Et en fait, elle est très forte en débat parce que du coup, elle commence comme ça. Soit je dis je vous permets pas de me féliciter, je passe pour une vraie connasse. Soit je dis bah oui merci et du coup on a l'air d'être dans la connivence. Et en fait, si moi je me mets à l'attaquer, je perds le débat. Donc c'est assez difficile. Vous vous retrouvez toute seule sur une île déserte avec Jordan Bardella, il pourrait se passer quelque chose? Pas du tout. Je suis trop âgée pour lui. Ou il est trop jeune pour moi. Est-ce qu'il est beau gosse? Alors c'est beaucoup relayé sur internet. C'est pas mon style. C'est pas votre cam. Moi je suis plus Mathias Savignac que Jordan Bardella. Avec la petite barbe et tout. Ouais. Mais après, pareil, il est très. Je pense il travaille beaucoup ses dossiers, contrairement à ce qu'on dit. Les gens disent souvent. J'ai eu le débat avec ma fille en fait, qui est étudiante en communication, qui me disait Jordan Bardella, il est mauvais dans la politique, etc. Je dis non, il est pas mauvais. Tu peux dire que tu es en désaccord avec lui, mais t'es pas dans les personnalités préférées des Français si tu es mauvais en stratégie politique, c'est pas vrai. La personne avec qui vous avez eu le moins d'affinité dans les traîtres? Une personne. Franchement, c'est difficile. Ceux qui sont partis tôt parce qu'on n'a pas eu l'occasion de vraiment nouer des liens. D'accord. Vous avez refusé de participer à la saison 4 avec Raquel Garrido et Adil Rami, c'est vrai? Oui. Pour quelle raison? Alors c'est même plus compliqué que j'ai refusé, c'est que j'ai accepté et ensuite j'ai dû leur dire que je reportais. Que j'étais désolée, je l'ai fait suffisamment en amont parce que il y avait plusieurs sujets. D'abord autour de la maternité, à un moment je pensais être enceinte à ce moment-là. Ah d'accord. Tard. Okay. Et après j'ai décidé d'y aller quand même. La mâchosphère, c'est le livre que vous sortez, chère Marlène Schiappa. Allez acheter ce livre qui est incroyable. Vous vous rendrez compte de tout ce qui peut se passer autour d'une femme et des violences aussi qu'on peut subir. C'est intéressant aussi de comprendre aussi votre rapport avec les autres femmes. Ouais. C'est un très très beau récit, c'est un très beau livre. Je vous invite franchement à l'acheter. Merci beaucoup Marlène Schiappa. Merci Jordan. Dans ce jet, on se revoit très vite, évidemment. Avec plaisir. Vous savez que je vous aime bien. Avec Marlène Schiappa, ce qu'on aime bien faire, c'est se raconter les petits potes. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est notre petit truc. Très gossip. Voilà. Mais on ne dit rien à personne. Mais on se raconte. Ouais, on est gossip. C'est vrai que plus personne va rien nous confier, Jordan. On se répète tout le temps. Tant pis, c'est pas grave, Marlène, on continuera quand même à glaner des infos. On vous embrasse très fort. On redescend, on se repose à Paris et on vous invite très fortement à acheter la mâchosphère. Salut les amis. Ciao. Merci Marlène.